Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Bonjour à tous et bienvenue dans Immédiat, l'émission qui revient sur ce que les autres médias ne vous disent pas. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Je vois que vous avez un beau polo aujourd'hui et je crois savoir qu'il s'agit d'un polo de la marque Aper. Oui, voilà, je suis en homme sandwich, je fais la promotion et j'assume la promotion du polo de marque Aper. C'est une marque identitaire, c'est une marque patriote qui fait des produits qui sont assez beaux, qui sont faits en France ou en Europe, et qui a comme slogan le sanglier, ce qui est quand même très gaulois, très européen. Voilà. C'est un joli détail. Je vous recommande la marque Aper. J'ai vérifié la qualité, chers téléspectateurs, vraiment, allez-y, les yeux fermés. Moi, je ne peux pas encore parce qu'il n'y a pas de produit pour les femmes. Le programme de notre émission cette semaine, eh bien, nous commencerons bien sûr avec l'analyse de l'émission de France 2 pour sa soirée spéciale antiraciste. Sommes-nous tous racistes? Je vais vous spoiler, vous divulgacher ce reportage. La réponse, c'est plutôt oui. Vous êtes raciste. Oui, c'est très mal. Raciste. Vous êtes raciste. C'est très mal. Voilà. C'est très mal. C'est très mal. On continuera cette émission avec un petit point sur Internet, les réseaux sociaux, et vous allez voir qu'on est en train de passer de la liberté au contrôle total. On n'oubliera pas, bien sûr, les pastilles de l'information et le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à Patrick Cohen. Il s'agit d'une rediffusion. Chers téléspectateurs, si vous êtes prêts, eh bien, on va pouvoir y aller. Sommes-nous tous racistes? C'est le programme que France 2 a voulu vous faire avaler. Il y a eu 1,9 million de téléspectateurs, Jean-Yves, pour assister à cette soirée spéciale. C'est un petit peu plus que Emmanuel Macron à la télé la semaine dernière, mais ce n'est pas non plus énorme pour le créneau. Alors l'émission était à 21h10 avec 1h11 d'émission en tout, réalisée surtout avec beaucoup de moyens. Je vous propose de regarder la bande-annonce ou je vous laisse faire un petit commentaire. 10% de part de marché, oui, voilà. Sur cette tranche horaire pour France 2, c'est pas génial. Avec voilà. quand même à peine plus qu'une émission de la 5 sur l'arthrose. Donc vous voyez, ça relativise les choses. C'est pas non plus énorme, et surtout qu'il y avait eu malgré tout une bonne communication au préalable dans Télérama qui parlait de la bonne question, d'une émission saisissante sur France 2. Enfin, ils avaient eu tout le service de communication au préalable. On regarde un petit peu la bande-annonce de cette émission. Sommes-nous tous racistes? Une soirée inédite présentée par Marie Drucker et Jamie Gourmaud. Vous êtes prêts pour vivre une belle expérience? Découvrez comment le racisme peut s'immiscer en nous de façon inconsciente. Nos préjugés sont capables de nous faire voir des choses qui n'existent pas. Un dispositif d'envergure avec 50 volontaires sous l'œil avisé de Lucien Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce qui m'attend. Préparez-vous à découvrir une part inexplorée de notre cerveau. Toutes ces expériences s'appuient sur des études scientifiques parfaitement documentées. Le tout avec l'analyse du psychosociologue Sylvain Delouvet. Oh le bordel, mais vous êtes fous! Sommes-nous tous racistes? Une expérience stupéfiante, le 17 juin à 21h10 sur France.tv. Alors il faut noter, Jean-Yves, que c'est une émission contre le racisme donc produite par le fils de Patrick Poivre d'Arvor, qui est présenté par la fille de Drucker. Ce qui prouve que les lignées existent. Oui, surtout pas dans le journalisme. Surtout dans le journalisme. La lignée Duhamel, pour ne pas les citer. La lignée Duhamel, la lignée Poivre d'Arvor, des gens qui la sont lignée Drucker, voilà. Des gens qui sont d'ailleurs très familiers, je pense, de l'angoisse quotidienne qu'on peut vivre dans les RER ou dans
dans les zones d'éducation prioritaire ou enfin dans les HLM. Enfin voilà, ils connaissent bien tout ça. Une petite définition peut-être du racisme si on s'intéresse à la définition donnée par le Larousse. Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Bon. Alors, je crois qu'il y a une ambiguïté, parce que c'est une chose de considérer qu'il y a des différences entre les groupes humains, et une autre que de les hiérarchiser, et encore une autre que d'avoir une hostilité pour tel ou tel groupe humain. Le fait de considérer qu'il y a des différences entre les groupes humains et qu'on puisse avoir davantage d'affinité pour le groupe humain auquel on appartient, c'est naturel et ça ne devrait pas être culpabilisé. Tout à fait. Alors, peut-être un premier point sur la première expérience. Il s'agissait de 2 chaises qui étaient libres autour de 2 hommes, un homme blanc, un homme noir, les 2 habillés de la même façon, costume, cravate, dans une salle d'attente. Et l'idée, c'était de constater où est-ce qu'allaient s'asseoir les participants à l'expérience. On regarde quelques images très rapidement. C'est bon, vous ? Oh, ouais, on vous attend. Tout est en place. Notre première expérience peut commencer. Merci. Bonjour. Je vais te laisser t'asseoir et remplir le petit questionnaire. Je vous laisse vous asseoir et répondre au petit questionnaire. Bonjour. Je vous laisse vous asseoir et remplir le petit questionnaire. Sur une des bouts d'une chaise. Bonjour. Jean-Yves, ce qu'il faut souligner dans cette première expérience, donc c'est la toute première qu'on voit, c'est que la production ne montre aucune personne étrangère rentrant dans cette salle. Donc on ne voit que des blancs qui vont s'asseoir à côté de la personne blanche, sauf un individu qui va s'asseoir à côté de l'individu noir. Par ailleurs, je crois qu'il faut souligner aussi que les hommes, donc je le rappelle, sont en costume, sont calme, et c'est un détail qui a son importance parce que parfois, quand on doit choisir, ça peut être des choix plus problématiques. Je pense que personne ne va s'asseoir à côté d'un clochard, typiquement dans les transports en commun, quand bien même on serait un bisounours. Le nez nous chatouillerait un petit peu, l'odeur de bière n'est pas très agréable. D'ailleurs, mesdames, je pense que, chères téléspectatrices, vous le savez aussi bien que moi, quand on a l'intention de traverser et de changer de trottoir, on regarde toujours qui il y a sur le trottoir d'en face, bien sûr, parce que de temps en temps, ne pas traverser peut nous sauver la vie, ou traverser, au contraire, peut nous sauver la vie, pour éviter de passer devant un groupe d'individus. Je pense qu'il est naturel, Jean-Yves, d'aller vers ce qui nous ressemble. Il est naturel d'avoir des affinités, d'ailleurs. Si vous voyez des réceptions ou des soirées, tout à fait normalement, les gens ont tendance à se retrouver par sexe, sauf dans la partie dansante où là, on est plutôt vaut mieux mélanger. Autrement, on mélange, mais les gens ont plutôt tendance les femmes ont plutôt tendance à parler avec les femmes, les hommes avec les hommes. On se retrouve par âge aussi. Les jeunes ont tendance à parler aux jeunes, les vieux ont tendance à parler aux vieux. On se retrouve par origine, on se retrouve par langue, parce que c'est plus confortable. Ce sont des réactions affinitaires qui sont naturelles et qu'il est insupportable de vouloir culpabiliser. Enfin, qu'on culpabilise uniquement, en l'occurrence, pour les Blancs, puisque les autres, on ne les culpabilise pas s'ils se retrouvent entre eux, ce qui est aussi naturel. Les Noirs sont très communautaires, les Juifs sont très communautaires, les Arabes sont très communautaires. Mais c'est normal d'être communautaire. Il n'y a que les Blancs qui n'ont pas le droit d'être communautaires. C'est quand même assez étonnant, effectivement. La deuxième expérience, elle va nous intéresser aussi, Jean-Yves, c'est on demande donc aux participants quelle peine de prison ils donneraient pour un homme. Donc on demande à la moitié des participants pour un homme. On leur montre donc la photo que vous voyez, un homme plus blanc, un caucasien, et à l'autre moitié de participants, parce qu'on ne leur montre pas les 2 photos à la suite, l'autre moitié des participants, donc les 25 autres, doivent donner une peine de prison pour l'autre homme qui a un type plutôt maghrébin. Eh bien, la production nous dit ceci, les peines qui sont données à l'homme maghrébin sont en moyenne bien plus élevées que les peines qui sont données à l'homme blanc. Et là, le réalisateur et le comédien Lucien Jean-Baptiste, il nous demande absolument de déconstruire les clichés qui sont dans nos cerveaux. Il nous explique qu'on est conditionné par les films, par la société. Alors, il y a peut-être un point qu'il faudrait aborder, Jean-Yves, et c'est un point historique. Historiquement, je pense que la gradation des peines a toujours été plus élevée
vis-à-vis des étrangers en France ou dans le royaume franc. Et c'est normal parce qu'on n'est pas une société seulement de droit, on est une société de devoirs. Et quand on est reçu dans un pays qui nous accueille, on a un devoir comportemental impeccable, de la même façon que quand on est reçu chez quelqu'un. Sinon, on n'y est plus reçu. Alors, vous avez raison, mais c'est pas ce que la justice fait aujourd'hui. C'est pas ce que la justice fait. Je crois qu'il serait intéressant, parce qu'effectivement, et moi je dis chiche, on devrait pouvoir faire des études sur les jugements, les condamnations pour des faits comparables selon l'origine et le patronyme. Malheureusement, cela n'est pas possible puisque les juges ont fait voter par le parlementaire une loi qui interdit précisément d'étudier ce type de questions. Moi, je serais intéressé qu'on puisse comparer les jugements à Bobigny et à Montluçon, par exemple. Voilà. Eh bien, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, on va nous dire, on est plus sévère, c'est un argument qui revient régulièrement, on est plus sévère avec les étrangers ou avec ceux qui ne sont pas d'origine européenne. Je pense que c'est faux. On pourrait multiplier les exemples de cas de jeunes Européens qui ont été condamnés pour des broutilles pendant que des faits beaucoup plus graves, on l'a vu lors des dernières émeutes, PSG, on l'a vu lors des dernières émeutes PSG qui n'ont pas été condamnés pour des choses plus graves. Mais on n'a pas le droit de faire des statistiques. Alors moi, je demande la liberté des statistiques ethniques, y compris pour les décisions judiciaires. Et on cessera de nous raconter des calembredaines comme dans cette émission de France 2. Il y avait effectivement cette comparaison que je fais rapidement entre donc, les émeutiers la nuit de la victoire du PSG qui ont écopé en moyenne au tribunal de Paris en comparution immédiate de 500 € d'amende, quand un boulanger, lui, qui avait ouvert un jour férié, avait reçu 75 000 € d'amende. Effectivement, on n'est pas tout à fait sur le même ratio et c'est problématique. La troisième expérience qu'on voit dans cette émission Sommes-nous tous racistes, ce sont 3 situations identiques mais avec 3 personnes différentes dans les rues de Paris. Donc il y a 3 personnes qui sont en train de scier une chaîne de vélo, vous savez, un câble là pour protéger des vols de vélo. Enfin, si toutefois ça protège vraiment vu la quantité de vols de vélo. D'ailleurs c'est amusant, le commentateur dans l'émission, Lucien Jean-Baptiste, dit qu'il s'est fait voler déjà 2 vélos à Paris. Donc c'est quand même une statistique intéressante sur sa personne, sur les possesseurs de vélos. Donc il y a un homme blanc qui a une tête qui sortirait bien du groupe Banal Jean qu'on peut suivre sur Instagram. Le deuxième, c'est un type maghrébin qui est habillé d'ailleurs exactement de la même façon que le blanc. Et enfin, il y a une femme. Le premier, il collecte des regards très douteux, mais il se justifie droit dans ses bottes et donc les gens passent outre la situation et même discutent des vols de vélo avec lui. Le deuxième, en revanche, n'est pas cru du tout. Il y a même un couple qui appelle la police et donc des policiers interviennent pendant l'émission, tant et si bien que comme ils tentent d'embarquer le comédien, l'équipe intervient et dit non, mais on est en train de faire une expérience sociale. C'est dommage, les policiers ont failli empêcher un vol de vélo à Paris, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et la troisième personne qui est en train de scier une chaîne de vélo, c'est une femme. Elle pourrait me ressembler. Et en fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que les gens viennent lui proposer de l'aide parce qu'elle est avec donc sa scie. Voilà. Alors, mais alors, c'est du bon sens. Alors, on va dire que c'est des préjugés, oui. C'est des préjugés, mais les préjugés, c'est un retour d'expérience statistique. Évidemment, il peut arriver qu'une femme vole un vélo et tous les gens d'origine extra-européenne ne volent pas de vélo, bien sûr. Mais statistiquement, la probabilité qu'une femme soit délinquante est plus faible que la probabilité qu'un homme soit délinquant. La probabilité qu'un homme âgé soit délinquant est plus faible que la probabilité d'un homme jeune. Et la probabilité qu'un étranger ou qu'un extra-européen soit délinquant est plus élevée que la probabilité d'un Français. Voilà, c'est tout. Et donc, les gens, les préjugés, c'est la leçon de l'expérience. C'est une espèce de statistique intuitive. Alors, on va regarder les statistiques, je crois que vous en avez. Des statistiques de Laurent Nunez, même. Laurent Nunez, alors si c'est Laurent Nunez... C'est très officiel. Préfet de police de Paris.
très très officiel, effectivement. Alors, il nous explique qu'on retrouve les étrangers dans un cambriolage sur 2, mais également dans un vol avec violence sur 2. Et on retrouve aussi les étrangers dans 40% des violences sexuelles. Bref, donc ce n'est pas inintéressant. Par ailleurs, il faut signaler les étrangers, pas les personnes d'origine étrangères. Oui. Il faut signaler en revanche que le Danemark fait des statistiques un peu plus précises par rapport à nous en France. Et au Danemark, ils ont pas mal de vélos. Eh bien, au Danemark, 8 fois plus de personnes issues de l'Afrique subsaharienne volent les vélos, mais également 6 fois plus de Roumains. Voilà. Ce sont des statistiques au Danemark, c'est comme ça. C'est une réponse sur qui vole les vélos. On peut évidemment calquer ce modèle assez facilement en France. Alors, 2 choses. D'abord, effectivement, le vol de vélo, c'est rarement par des gens qui vont faire du vélo. C'est soit pour récupérer des métaux, on vend le métal, soit pour exporter dans un pays généralement du Maghreb ou d'Afrique. D'où effectivement le fait que le vol de vélo est davantage pratiqué par des extra-européens. En tout cas, c'est prouvé au Danemark. En France, qu'est-ce qu'on attend pour avoir aussi des statistiques ethniques ? Libérons les statistiques. Libérons les statistiques. Je pense qu'il y aurait moins de racisme, d'ailleurs, systémique, si jamais on avait des statistiques ethniques. Ça me paraît assez évident. Il y a des tas de sociologues qui le prétendent également. Ça ne sort pas juste de mes petites caboches. Toujours est-il que si vous voulez voler un vélo, enfilez vos plus beaux atours et soyez une femme, visiblement. Ça passera toujours mieux. Alors, l'expérience qui suit dans l'émission de France 2, elle est beaucoup plus douteuse parce qu'elle consiste à tirer au laser sur des figurants qui sortent d'un décor. Certains figurants ont un pistolet, d'autres ont un portable. Le problème, c'est qu'ils les tiennent tous de la même façon. Donc, c'est assez difficile de distinguer ce qui est une menace et ce qui n'en est pas une. Et bien sûr, dans les figurants, il y a des blancs, des Noirs, des Arabes. Et là, la production nous dit... Ce qui prouve quand même que les différences de race et de population sont prises en compte finalement par le service public. Naturellement. Et là, ce que France 2 nous explique, c'est que ça fait vraiment peur parce que les participants de l'expérience tirent plus facilement et prioritairement sur les personnes de couleur dans le décor, qu'elles aient un téléphone portable ou un pistolet. Et donc cette expérience, elle a été faite notamment aux États-Unis pour prouver que les policiers tiraient énormément sur les Noirs. Alors il y a quelques statistiques, elles datent de 2018, c'est pas hyper récent, mais il y a quelques statistiques sur les victimes blanches, les victimes noires, les victimes hispaniques et les victimes asiatiques et les agresseurs. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu 547 000 plaintes qui ont été déposées pour une victime blanche contre un agresseur noir. Alors, un agresseur, ça peut être un policier, mais aussi tout simplement un criminel dans le civil. Bon. Et en revanche, il y a 59 000 plaintes, donc 10 fois moins, qui émanent d'une victime noire contre un agresseur blanc. Donc, il y avait eu pendant un temps une comparaison qui avait été faite par Éric Zemmour pour dire que le ratio n'était pas du tout le même. Bon, il se trouve qu'il faut aussi pondérer avec la part de blancs et de noirs dans la population américaine. Oui, mais quand on regarde... Le deuxième graphique est très intéressant, Jean-Yves. Alors, je vous laisse le présenter peut-être. Le graphique est très intéressant, effectivement. Alors, c'est aux États-Unis où on a le droit de faire des statistiques ethniques. Donc, pourquoi on utilise le Danemark? Pourquoi on utilise les États-Unis? Parce que ce sont des pays qui sont libres en matière de recherche et de statistiques ethniques. Et là, c'est quand même très intéressant parce que moi, aux États-Unis, les Afro-Américains, c'est à peu près 10% de la population. Mais c'est 15% des agressions contre les Blancs, 70% des agressions contre les Noirs. Donc c'est les Noirs qui agressent les Noirs, de même que les Blancs agressent les Blancs. Enfin, oui, c'est à l'intérieur des communautés. C'est aussi une forme intraraciale. Mais malgré tout, il y a une surreprésentation des Noirs. 70% contre les Noirs eux-mêmes, 15%
contre les hispaniques et 27% contre les asiatiques. Donc tout ce qui a été fait au moment de l'affaire Floyd sur les malheureux afro-américains victimes du racisme des blancs est parfaitement faux, puisque la vérité c'est qu'il y a une suragression des Noirs sur les autres communautés et non pas l'inverse. Voilà. Ce sont les faits. Aux États-Unis, en France, on ne peut pas le dire, puisqu'on n'a pas les statistiques ethniques qui permettraient de le dire ou de l'invalider d'ailleurs. Plus que Black Lives Matter, il faudrait dire Lives Matters. Tout simplement pour ne pas tomber dans quoi que ce soit de plus compliqué. Ensuite, dans l'émission de France 2, alors il y a diverses expériences, on ne les passe pas toutes en revue, mais il y a notamment un moment où ils vont s'attacher à déconstruire le stéréotype, alors c'est France 2 qui le dit, selon lequel les Noirs courent plus vite que les Blancs. Comment est-ce qu'on fait cela ? On montre 2 photos de 2 sprinteurs aux participants de l'expérience et disent lequel va gagner selon eux. Et la grande majorité désigne le sprinter noir. Et là, France 2 nous explique quelque chose d'assez incroyable. Ils nous disent que effectivement les gagnants dans les grandes courses de sprint dernièrement sont des Noirs et que donc c'est devenu une construction sociale basée sur des faits mais qui ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. Et alors, comment est-ce qu'il nous explique ça et avec qui ? Il nous l'explique notamment avec une spécialiste, Maboula Soumaoro, qui... Et oui, Internet recherche tout et se souvient de tout. Qui avait participé à des camps décoloniaux interdits aux Blancs ? C'est un peu ballot de faire intervenir une experte pareille dans une émission sur le racisme. C'est de la discrimination raciale, à tout le moins, d'interdire une réunion à une catégorie ethnique particulière, en l'occurrence des Blancs. Sinon, ce serait évidemment impensable. Tout à fait. Et je vous propose d'écouter les propos qu'elle tenait, cette brave dame. À un moment, cet homme blanc, ne peut pas incarner mais au sens littéral, ne peut pas incarner, ne peut pas représenter, ne peut pas porter dans son corps et ne peut pas porter dans sa chair, et là je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène, au corps et à la chair, c'est pas lui l'antiraciste, il ne peut pas être l'antiraciste, et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Voilà, donc un homme blanc ne peut pas avoir raison face à une femme noire ou une femme arabe. C'est quand même, voilà, c'est la spécialiste choisie par France 2. Alors, Jean-Yves, l'émission, elle se conclut sur les points qui rassemblent les participants pour dire qu'on peut tous se rassembler et se retrouver dans des groupes. Vous avez sans doute un commentaire à faire pour l'ensemble de cette soirée spéciale. D'abord, je pense qu'il y a des différences entre les populations. C'est vrai que si on fait de la course à pied, globalement, on va plutôt trouver des champions noirs. Si on fait de la natation, on va plutôt trouver des champions blancs. Ça ne veut pas dire que les uns sont supérieurs aux autres. Ça veut dire que statistiquement, il y a des différences entre les populations. De même qu'il y a des différences dans les quotients intellectuels entre les populations noires, les populations blanches, les populations asiatiques, et que ça se retrouve sur la courbe de développement des pays. Tout ça, c'est factuel. Voilà. Alors, il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Et puis, il faut savoir qu'au fond, la conscience, on va dire, l'affinité raciale, c'est pas un mal en soi. Que les Noirs aient des affinités raciales entre eux, pourquoi pas ? Que les musulmans aient des affinités religieuses entre eux, pourquoi pas ? Mais que les Européens puissent avoir des affinités entre eux, pourquoi pas aussi ? L'affinité, c'est comme ça. C'est naturel, c'est de l'identification. Il faut arrêter avec la culpabilisation. Et l'identification, Jean-Yves, je me permets ce dernier point, elle est essentielle parce que dans un groupe, quand on a besoin d'une réaction, il faut pouvoir identifier qui va pouvoir nous aider pour pouvoir le désigner. Et ça s'est toujours passé comme ça. Dans le foot, on supporte ceux qui portent les maillots bleus ou ceux qui supportent les maillots rouges. C'est comme ça, ce sont des groupes différents. Et dans les batailles, c'était pareil. On pouvait repérer son camarade et ne pas le tuer et essayer de tuer l'adversaire en face. Et tout ça, c'est le groupe qui protège l'individu à la fin. Alors, une conclusion.
arrêtez de vous laisser culpabiliser. Enfin, c'est pas votre cas, mais je le dis à tous ceux qui nous regardent, arrêtez de vous laisser culpabiliser, exigez la vérité statistique, exigez la libération des statistiques. Que l'on soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion de vidéos, eh bien, on est en train de passer, Jean-Yves, de la liberté au contrôle total. J'en veux pour preuve Emmanuel Macron qui parle d'interdire désormais les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La surveillance également des réseaux sociaux par le gouvernement, on vient de l'apprendre, c'est un article du Parisien. Surveiller les réseaux sociaux pour mesurer l'opinion et analyser les données sur TikTok, X, Instagram, LinkedIn, Facebook ou autres, afin de sentir les tensions grimper au sein de la population. Un travail de veille ultra stratégique pour lequel le gouvernement vient de choisir une entreprise étrangère, une société canadienne détenue par des fonds américains. C'est elle qui a remporté l'appel d'offres. Quand on sait ce que fait le gouvernement du temps de parole sur les médias, on ne peut être que inquiet du fait qu'il s'approche beaucoup de toutes ces plateformes-là et qu'il s'y intéresse de très près. Parce que je rappelle, et c'est un tweet de l'ASLA qui reprend cette information, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, entre juillet 2022 et mars 2024, 89% du temps de parole en moyenne est capté par la coalition anti-RN, selon les propres chiffres de l'ARCOM. Alors voilà, on fait large, mais 89% du temps de parole, c'est énorme. Je rappelle qu'il n'y a pas que le gouvernement qui s'intéresse à ce qui se dit et comment est-ce que cela est dit sur les réseaux sociaux. On a le Rassemblement national qui désormais s'intéresse de très près au groupe Facebook des élus. Et notamment le secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée a assuré avoir demandé à tous ces élus de quitter les groupes Facebook qui se font l'écho de propos racistes, antisémites, anti-musulmans ou homophobes. Alors là, on rentre dans quelque chose de compliqué. C'est tout un déploiement de moyens qui vient après l'affaire Parmentier, qui a été épinglée par Mediapart sur son compte Facebook avant 2018, avant qu'elle ne rejoigne le Rassemblement national, sur lequel, a priori, elle tenait des propos qui sont jugés homophobes, où elle parle du lobby juif, de babouins, de collabos du sida, enfin voilà, tout plein de choses merveilleuses relevées par Mediapart, et problématiques. Mais j'ai vu l'article de Mediapart, j'ai vu une formule d'ailleurs extraordinaire, elle aurait repris la théorie criminelle du grand remplacement. Vue par Mediapart, la théorie criminelle du grand remplacement, c'est simplement un constat. Alors, je crois que c'est une grave erreur de penser qu'on peut contrôler les groupes Facebook ou autres, d'ailleurs. Quand on participe à un groupe, on est responsable de ce qu'on écrit et de ce qu'on dit. Et j'incite d'ailleurs chacun à être responsable de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit, et d'être prêt à l'assumer. Mais on n'est pas responsable... On n'est pas responsable de ce que les autres disent. J'ai moi-même été poursuivi il y a peu de temps pour un de mes tweets et on m'a reproché des tweets qui venaient des commentaires de mon propre tweet. Et j'ai fait valoir que j'étais pleinement responsable de mon tweet, mais pas des tweets qui le commentaient. Et la justice... en l'occurrence, m'a donné parfaitement raison. On est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de ce qu'on disent les autres. Et je dois dire que si, par amalgame général, on voulait supprimer tous les comptes Facebook dans lesquels il y aurait tel ou tel propos contestable, il ne resterait plus un seul compte Facebook. Sans doute. Et pas seulement des comptes Facebook proches des élus du Rassemblement national, mais aussi de LFI, mais aussi des macronistes, et j'en passe. Et ça demande il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Je dois dire d'ailleurs que sur un plan pratique, je me demande comment le Rassemblement national va pouvoir constituer des listes au municipal si il s'amuse à éplucher tous les comptes Facebook des 50 ou 60 candidats de chacun de ces listes. Bonjour camarades. C'est bon travail. L'autocensure. C'est l'autocensure, absolument. Tout à fait. Alors, YouTube vient de nous sortir quelque chose d'intéressant également via un de ses directeurs nationaux, notamment en France, mais aussi à la tête de d'autres pays. Il nous explique qu'il invisibilise
volontairement, avec l'algorithme de YouTube, les contenus jugés nuisibles. Je vous laisse écouter. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Quel bel éloge de la censure. Et pour combattre ça, pouce en l'air. Oui, pouce en l'air, partagez aussi à vos amis, aux parce gens que vous qui sont voyez, il n'est intéressés. pas sûr que ça plaise à YouTube, ce qu'on a dit. Oui, l'algorithme de YouTube, c'est très compliqué et c'est pour ça que chaque semaine, je vous rappelle de cliquer sur le pouce en l'air, de mettre des commentaires. Ça nous permet de combattre en fait cet algorithme censeur de YouTube. En tout cas, on a une personnalité intéressante, c'est Pavel Durov, qui lui, à contresens de toute cette dictature, appelle à la liberté d'expression. Il a été interrogé par Le Point et il a fait une courte vidéo. Je vous propose de l'écouter. Je suis le fondateur de Telegram, la deuxième plus grande messagerie au monde. Plus d'1 milliard de personnes l'utilisent chaque mois. Depuis 12 ans, Telegram défend la liberté d'expression et la vie privée dans le monde et dans des pays autocratiques. Aujourd'hui, ces mêmes libertés sont attaquées ici en Europe. Certains responsables politiques tentent d'interdire le chiffrement et de restreindre les libertés d'expression. Nous ne pouvons jamais penser que les libertés sont garanties. Des pays libres peuvent descendre dans la dictature. Chaque jour, nos libertés sont attaquées. Et chaque jour, nous devons les défendre. Chaque jour, les libertés sont attaquées. Chaque jour, nous devons les défendre. Il ne faut pas oublier que cet homme, il a vécu longtemps en Russie. En Russie, il n'a jamais été interpellé, alors qu'il faisait ce qu'il fait aujourd'hui. Et en France, il a passé 96 heures en garde à vue il y a quelques mois. Et désormais, il ne peut pas quitter le territoire national. La grande inquiétude qu'il a, c'est l'atteinte aux libertés dans les pays, comme les pays européens, qui sont censés être des pays de liberté. C'est à croiser quand même. Cette leçon de liberté vient d'un Russe, installé en France, mais on a eu aussi la leçon de liberté du vice-président Vance, et quand il est venu en Munich. Il y a vraiment un problème avec les libertés européennes. Alors, n'hésitez pas, vous êtes sur TV Liberté, soutenez-nous. On débute ces pastilles de l'information avec les affaires des grooming gangs et le gouvernement qui fait volte-face, nous dit Le Monde. Le Guardian aussi, The Guardian a repris l'information en revenant sur les manquements répétés qui avaient empêché que les abus contre les enfants fassent l'objet d'une enquête appropriée, mais également Al Jazeera qui parle d'une enquête nationale annoncée par le Royaume-Uni après des pressions. On se souvient que l'affaire était remontée dans l'actualité grâce à Elon Musk notamment. Dans l'article du Monde, Jean-Yves, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut 2 paragraphes tout de même pour qu'on nous parle exactement de en quoi consiste l'affaire. C'est-à-dire, l'affaire, ce sont des violeurs d'enfants d'origine. Les violeurs sont d'origine pakistanaise et les victimes sont majoritairement des jeunes filles, des enfants blanches. Blanche, la classe populaire britannique blanche. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas dit dès le début. D'ailleurs, la tournure est assez intéressante. Ces scandales ne prennent une dimension nationale qu'en 2011, donc ça fait quand même un certain temps, quand le correspondant du Times ose souligner l'ethnicité d'un grand nombre d'auteurs de ces actes. Ose. Et je crois que c'est le travail des journalistes d'oser dire la vérité
Je crois que vous pouvez même ressortir votre phrase de Peggy fétiche, Jean-Yves. Oui, il faut dire la vérité, il faut dire ce que l'on voit et voir ce que l'on voit. En l'occurrence, l'affaire a été étouffée bien après 2011. Elle n'est sortie récemment. Elle n'est sortie que récemment dans les grands médias européens. Et je dois dire, je m'honore d'avoir participé en 2018 avec Renaud Camus à une manifestation où nous tentions d'alerter contre la mise en détention de l'activiste britannique Tommy Robinson, précisément parce qu'il avait révélé cette affaire. Eh bien, je peux vous dire qu'en 2018, notre manifestation, qui était très modeste, il faut le reconnaître, n'a été couverte par aucun grand média, par quelques médias alternatifs, mais en 2018, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, malheureusement. Mais la presse a occulté, là encore, cette affaire. Et la justice a empêché aussi les procureurs de faire leur travail. Oui. Et a empêché les policiers de faire leur travail. Et à l'époque où le chef du parquet britannique était l'actuel Premier ministre travailliste britannique. Keir Starmer. Keir Starmer, voilà. Une vidéo est devenue absolument virale sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse. Il s'agit d'une vidéo de Mélanie, à qui Emmanuel Macron glisse un petit secret dans l'oreille. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Alors c'est ce qu'on appelle un petit roll eye, les yeux levés vers le ciel et qui retombent. Un truc assez typiquement féminin d'ailleurs. Jean-Yves, je crois qu'il y a une leçon qu'on peut revoir dans cette vidéo, c'est que Emmanuel Macron met la main devant sa bouche parler. Oui. Et alors là, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il a reçu une belle leçon de la part des lecteurs labiales et ça vient attester ce que nous disions de ces lectures labiales que nous vous avions transmises, chers téléspectateurs, dans Immédiat, notamment, on s'en souvient, au moment de la polémique au Vatican avec la 3e chaise et Donald Trump qui a dit à Emmanuel Macron, écoute chaton, dégage quoi. Oui, à peu près ça. À peu près. Oui. Serfia a été racheté par Sterrin et figurez-vous que cela a déclenché l'ire de Mathieu Pigasse, un propriétaire de médias lui aussi, qui avait décidé de mettre ces médias qu'il contrôle dans le combat contre la droite radicale. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce Mathieu Pigasse, il nous dit « L'extrême droite achète des comptes infos suivis par des millions de jeunes sur X, Instagram, TikTok, comme Serfia, c'est pas des lol, c'est News Médiavenir. » Tout dans le même panier. Elle infiltre les réseaux sociaux, dicte les récits, instrumentalise les faits divers, s'installe dans les esprits. C'est une stratégie politique, cibler les ados, manipuler l'info. Nous leur opposerons des faits, de la nuance, de la culture, du courage. Nos médias sont dédiés à ce combat, ils ne reculeront pas. D'un côté, il y en a qui ont le droit d'avoir une stratégie, d'autres qui n'ont pas le droit. C'est très bien, ça va ramener de la diversité. Effectivement, c'est un site qui est très suivi, Serfia. Eh bien, s'il peut amener de la diversité dans la diffusion d'informations, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Rachida Dati, figurez-vous, est très fâchée contre le service public, notamment depuis l'émission du 5 juin de Complément d'enquête, qui était consacrée à Rachida Dati et très à charge contre elle. Cela a sérieusement refroidi d'ailleurs les relations entre elle et la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte. Je rappelle que Rachida Dati est également, entretient des relations également glaciales avec l'autre patronne de l'audiovisuel public, donc Sybille Veil, la patronne de Radio France. Le complément d'enquête lui a fait dire à Rachida Dati qu'elle aurait le scalp d'Ernotte avant de partir du ministère de la Culture. Et je vous propose de regarder une petite vidéo dans laquelle elle se paye très particulièrement et violemment Patrick Cohen sur C'est à vous, sur le service public. Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart, qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non,
est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Elle se paye Cohen. Alors, il faut quand même reconnaître qu'elle se paye Cohen sur la base d'un article de Mediapart, dont acte, c'est une amie de Mediapart. C'est intéressant à noter. En fait, elle utilise des méthodes de voyous. Hein. Elle a de grosses affaires où elle est mise en cause pour des millions ou des centaines de milliers d'euros avec Renault, avec Suez, qui sont des enquêtes judiciaires assez avancées. Jusqu'ici, elle a été assez protégée. Au nom de la diversité, elle a été assez protégée. Là, elle rentre un peu dans la grande arène politique avec la mairie de Paris, peut-être la présidence de la République derrière, et elle commence à être fortement attaquée, mise en cause, notamment, il faut bien le dire, beaucoup par les médias de gauche, même si manifestement elle a quelques amitiés avec Mediapart ou le Canard enchaîné. Et on finit ces pastilles de l'information avec quelques questions savoureuses, puis une petite vidéo, vous allez voir. Y a-t-il un pilote dans le Rafale ? Mais qu'allait-il donc faire dans ce cockpit ? Bientôt le siège éjectable. C'était au salon du Bourget avec François Bayrou. On regarde la vidéo tout de suite. Bon, honnêtement, c'est abominable. Honnêtement, c'est un peu malaisant. Ça montre quand même les limites du politico-circus, quoi, parce que ça rime à quoi pour le Premier ministre de monter dans le cockpit d'un Rafale, et de se retrouver coincé. Et de se retrouver coincé, mais attention à la grossophobie, hein. Attention. Ceci dit, alors il faut noter quand même que cette vidéo n'a pas été reprise dans les médias, donc peut-être que Bayrou a réussi à la faire éliminer. Il y a tout juste une photo de lui dans Sud-Ouest qui a été prise par un photographe de l'AFP, où il est accroché d'ailleurs à la vitre du Rafale de façon assez ridicule. Sans doute déjà essayait-il de sortir de son siège. Les réseaux sociaux ont fait le boulot de nous transmettre cette petite pépite, je crois qu'on peut le dire. Pépite malaisante. Pépite un peu malaisante, oui. Pépite un peu malaisante, oui. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, puisqu'on vous l'a répété plusieurs fois durant cette émission. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Battez-vous. Aidez-nous à nous battre contre l'algorithme de YouTube. Aidez-nous à nous faire connaître. Laissez donc vos pouces, laissez vos commentaires, partagez l'émission. Faites en sorte que cela devienne viral. C'est essentiel. Et puis, Jean-Yves, on ne laisse pas nos téléspectateurs sans le portrait piquant consacré à Monsieur Cohen. Ça tombe bien puisqu'on vient de vous en parler dans les pastilles de l'information. D'ici là, on vous dit à très vite sur TV Liberté et surtout, portez-vous bien. La liberté d'expression, tout le monde est pour, au moins en apparence, ou plutôt presque tout le monde. Certains y sont franchement et officiellement opposés. Le journaliste Patrick Cohen appartient à cette faction. Patrick Cohen est né en 1962 à Montreuil, fils d'un père juif marocain, patron de chaudronnerie, et d'une mère sicilienne. Il est marié à une ancienne journaliste, Alexandra Kouren. Jouissant d'une réputation de journaliste appliqué dans son travail, il a été longtemps l'un des chefs d'orchestre de l'information. Patrick Cohen s'est fait le chantre de la liberté d'expression, mais tant qu'elle demeurait dans les limites du politiquement correct. Jusqu'à ce que le masque tombe face à Frédéric Tadei. Nous y reviendrons. Baccalauréat scientifique au lycée parisien Charlemagne, il passe le concours de Sciences Po Paris, auquel il n'est pas reçu. Il se réoriente alors vers le journalisme en étant diplômé de l'ESJ Lille, la plus gauchiste des écoles de journalisme en France. Selon un entretien dans Les Inrecuptibles de novembre 2016, il militait à l'UNEF pendant ses études. Il démarre sur une radio libre, fait des piges ou est employé par RFO Guyane, Radio France Internationale,
France Info. Mais sa grande carrière sera pour la radio, entre RTL, Europe 1 et France Inter. À RTL, à partir de 1994, il anime avec un grand succès de nombreuses émissions. Les auditeurs ont la parole ou le grand jury. Il animera également la matinale et présentera RTL Soir. Puis ce seront des allers-retours entre les chaînes. France Inter en 2007, Europe 1 en 2008, France Inter de nouveau, puis France 5 avec C'est à vous. Europe 1 en 2017, où sa matinale est un échec. Il rejoint France Culture, est ensuite pressenti pour prendre la matinale de France Info, n'est pas choisi et il quitte le service public. Au total, ce qu'on peut appeler une belle carrière. Son principal fait d'armes remonte au 12 mars 2013 dans l'émission C'est à vous. Patrick Cohen attaque bille en tête Frédéric Tadei, qui invite dans son émission des gens que l'on n'entend pas ailleurs. Je cite, « Vous invitez des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. » Fin de citation. Quelques secondes plus tard, il donne des noms. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? Il ajoute, je cite, « On a une responsabilité quand on anime une émission de débat, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. » Fin de citation. Le débat s'envenime. Alessandra Sublet apostrophe Patrick Cohen. « On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. » Réponse spontanée de l'intéressé, « Non. » Puis, après réflexion, on a le droit de penser ce qu'on veut dans les limites de la loi. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Il peut tout, il revient de vacances, il est en pleine forme, Frédéric. Non, on ne peut... non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. Il n'est plus question de liberté d'expression, mais de liberté de conscience. On doit penser ce qu'on veut, je dis bien penser ce qu'on veut, dans les limites de la loi. Je crois qu'on ne peut pas soupçonner la sincérité de Patrick Cohen. Il est sincèrement, comme nombre de ses confrères, pas tous heureusement, contre la liberté d'expression, contre même la liberté de penser. Il est pour le débat, mais entre soi. Accordons-lui ce droit, mais accordons-nous aussi le droit de défendre nos libertés.